question des salons aussi qui vont bientôt rouvrir. Alors je sais pas si j'en ferai parce que y a des êtres humains dans les salons, tu vois. Et du coup il y a des gens et ça fait peur. Ah mais oui, attends, moi je viendrai, je serai là. Hello, c'est Celle. Et donc je vous retrouve pour faire le update lecture de avril-mai. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, parce que les livres que j'ai lus, j'ai besoin d'en discuter. Pour certains, ça fait déjà, mais genre, 2 mois que je les ai lus, parce que je les ai lus au tout début de avril. Donc ça va envoyer, désolé, si la vidéo est longue. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des 5 prédictions de 5 étoiles que j'ai lues. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur ces livres-là, vous n'hésitez pas à aller voir le petit vlog que j'ai fait. Sinon, dans cette vidéo, les amis, je vais vous parler de les 2 premiers tomes de la saga A Number in the Ashes de Sabaa Tahir. Je vais ensuite vous parler de Tant qu'il le faudra de Cordelia. Je vais ensuite vous parler de Angry God de Elle Duchesne. Ensuite on va parler de Briefless de Jennifer Niven. Et enfin je vous parlerai de En équilibre de Morgane Moncomble. Alors c'est un énorme programme, je sais pas comment on va faire pour tout faire rentrer, mais on va tout faire rentrer. Premièrement les amis, parlons de la saga A Number in the Ashes. Alors cette saga, elle est sortie en 2014, le premier tome ou un truc comme ça. Alors, je l'ai jamais lu et en fait il a continué à grandir, les tomes se sont ajoutés. J'adore vraiment moi la booktubeuse Léo, donc Léonie. C'est une de ses sagas préférées de tous les temps et du coup à chaque fois que je regardais ses vidéos, il y avait la petite alarme qui disait Estelle, live A Number in the Ashes. Et du coup je l'ai gardé un petit peu dans un coin de ma tête et puis là avec donc le Blossom Flower Challenge, je me suis dit je m'y mets. Donc je me suis munie de ma meilleure arme, Clara, parce que je l'ai lu en lecture commune avec elle, mais j'ai eu la surprise de ma vie. C'était absolument génial. Et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Genre, je me perds dans la fantasy. Si jamais l'intrigue principale n'est pas sur les personnages, je me perds. Et en fait, pas du tout. Je me suis pas perdue. Et franchement, je suis super contente. C'est donc une fantasy où on suit les personnages de Laia et Elias. Laia, en fait, fait partie de ce groupe de gens qui s'appellent les érudits. En gros, c'est ceux qui ont un petit peu perdu la guerre et du coup ils sont assez réprimés, beaucoup sont envoyés en tant qu'esclaves et tout, enfin c'est pas du tout la joie. Et en fait ça fait plusieurs années qu'ils essayent de monter une révolution pour se révolter, notamment la famille de Laia. Et de l'autre côté on a Elias qui fait partie de l'armée, je ne sais pas. Dans cette fantaisie-là, l'armée, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu as la capitaine de l'armée qui est une femme absolument cruelle et qui fait peur. Tu passes une sélection et tu peux rentrer dans cette catégorie d'armée où vraiment là c'est le must. Et en fait ces gens là ils ont tous des masques. Ça représente un petit peu la cruauté de ces soldats. Ils sont censés être vraiment sans émotion, tuer tout le monde et tout. Et en fait Elias, c'est pas du tout son projet de vie. Mais en fait le problème c'est qu'il est le fils de la commandante hyper atroce là dont vous parlez. Donc du coup il est un petit peu obligé. Et en fait avec sa meilleure pote qui s'appelle Hélène, ils sont tous les deux dans l'espèce de compétition là pour devenir le super soldat. En fait ça se passe très mal parce que Hélène est un petit peu amoureuse de Elias. Elias lui veut essayer de s'enfuir. Et de l'autre côté, vous vous rappelez, notre petite Laia en fait va rejoindre la révolution pour retrouver son frère et se libérer. Donc ce groupe là de révolutionnaires, ils vont lui dire toi ta mission c'est que tu vas entrer au château en tant que fausse esclave et en fait tu vas récupérer des infos, tu vas être une agent double. Et donc Laia elle fait ok j'y vais. Et là bienvenue en enfer parce que elle est donc la personal assistant de la mère de Elias, la meuf super atroce. Et là ça part, mais ça part très très fort. Il y avait un gros côté romance. Alors c'est pas de la romance en mode romance et tout, non mais c'est juste que il y avait vraiment une très très belle alchimie entre Laia et Elias parce que du coup ils vont se croiser étant donné que Elias habite dans la maison où Laia est en esclave agent double. Il va avoir une espèce de petit truc entre eux deux, ils ont cette envie de se tailler et du coup ils vont un petit peu s'arranger, ils vont commencer à s'allier ou faire des choses ensemble. Et j'ai vraiment adoré ce côté-là. Par contre, je vous dis, franchement, ce livre est dur à lire parce que la maman, là, hyper atroce, elle va pas hésiter à torturer, en fait, les esclaves. Ce tome 1, il me semble que je vais donner 4 étoiles parce que ça a été vraiment une super lecture. J'ai été aspirée du début à la fin. Et les personnages, ils sont pas prises de tête. Dans le sens, il y a eu plusieurs fois où ils se sont dit oh vas-y je fais ça, alors que dans l'absolu, je sais pas trop si jamais, moralement parlant, c'était le bon truc à faire, mais non, ils le faisaient parce qu'ils avaient envie de le faire. Il y a vraiment un naturel dans les réactions, dans les actions des personnages que j'ai aimé. Par contre, le tome 2, là, il y a eu un souci. Comment ça a pu faire ça? C'est un petit peu la conséquence de tout ce qui s'est passé dans le tome 1. J'ai pas trop apprécié en fait la direction qu'a pris l'histoire. Il y a une espèce de trend dans la fantasy que je vois tout le temps, c'est que le premier tome c'est au château et le deuxième tome c'est dans la forêt. Moi ça m'a saoulée parce que du coup, le but ultime c'est de survivre. Et moi j'étais en mode mais non mais
putain, ayez une discussion, genre faites avancer la romance, vous voyez. Et non, eux ils voulaient survivre, donc écoutez, je les comprends qu'ils voulaient survivre, mais moi j'avais d'autres chats à fouetter, ok. Et là il a commencé surtout à avoir l'introduction d'un triangle amoureux. Et là, waouh! Aïe 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 aïe, Laïa, elle sait bien choisir ses coups. C'était le sourire dégoûté était sur ma tête, mais genre de A à Z, parce que moi je savais, et je l'avais prévenu, Laïa, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, putain, arrête de faire ça et tout, ça va mal finir. C'est là où ça se retourne contre elle. Je vous ai dit du fait qu'il réfléchissait pas. Et pour le coup là, j'aurais bien aimé qu'elle réfléchisse, mais elle a pas réfléchi. Oh, dans le tome 1, je détestais le personnage de Hélène, parce qu'en fait je comprenais pas quel était le but de son personnage. Je pensais qu'en fait c'était le personnage secondaire qui était là pour faire chier tout le monde, sauf que pas du tout. En fait c'est un personnage qui a mais une psychologie hyper intéressante, et dans le tome 2 elle s'est vraiment révélée et elle m'a inspirée pour un personnage de mon prochain livre, mais genre vraiment. Donc là j'ai commencé le tome 3, sauf que le tome 3 il s'est passé un truc, j'ai fait ok ciao, donc là je prends une petite pause parce que ça m'a saoulée et j'espère continuer cet été. Ensuite, Shake Dallas, chérie, Shake Dallas. Je vais ensuite vous parler de Tant qu'il le faudra de Cordelia. Encore une fois, lecture influencée par Clara. Cordelia, c'est une autrice qui à la base a commencé sur Wattpad et elle a décidé donc de se faire éditer. Et voici donc le premier tome d'une saga, il me semble que ça va être plusieurs livres, où en fait on va suivre plein de personnages différents. Il me semble qu'il y a genre 5-6 points de vue et il y a une bonne douzaine de personnages. On suit une association qui défend des droits LGBT, qui défend le féminisme, qui défend les droits des personnes handicapées, etc. Du coup, chaque personnage a un trait de diversité et on les voit évoluer dans cette association. Ce que j'ai adoré vraiment dans ce livre et que je trouve on ne voit pas assez, c'est que le fait que ces personnes-là aient pas la même sexualité, ne soient pas validées, et ben c'était pas ça qui était au premier plan. Ce qui était au premier plan, c'était l'humain et les relations qu'ils ont entre eux. J'ai adoré en fait qu'on les présente d'abord comme des humains, qu'on s'intéresse à leur vie, à leurs amours, à leurs peurs, à leurs problèmes, avant qu'on s'intéresse à leur sexualité. Et du coup, ce qui en découlait et ce que j'ai adoré, c'est que on a vu leurs engueulades dans l'association, parce que évidemment, étant donné que chacun n'a pas la même sexualité, n'a pas la même identité de genre, ou ne sont pas tous valides, ils ont pas forcément les mêmes priorités, ou ils voient pas du tout les choses de la même façon, et en fait, il y a des débats. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que même au sein de la communauté LGBTQIA+, ou même au sein de la communauté handicapée, on n'a pas du tout la même vision des choses. On ne s'entend pas forcément tous. Il y a en fait énormément aussi de problèmes au sein même de la communauté et j'ai bien aimé qu'on montre ça. Et du coup, il y avait vraiment une tolérance dans ce livre que j'ai aussi adoré. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde se gourre. Même si jamais tu côtoies par exemple des handicapés tous les jours, parfois tu vas te dire un truc et ça va être un propos qui est validiste quoi. Même eux qui côtoient ces personnes-là tous les jours, qui sont amis avec ces personnes-là tous les jours, fassent toujours des erreurs. Et ça franchement merci. Il y a une grosse culpabilité qu'on se met et qu'on se dit putain il faut pas que je dise un truc de travers, il faut que je fasse gaffe, il faut que je fasse mes recherches avant, et en fait on veut vraiment tout faire comme il faut, mais la vérité c'est qu'on peut pas être parfait, et la vérité c'est qu'on fait toujours des erreurs. Le fait qu'on montre que même ces personnes là au sein même de la communauté fassent des erreurs, merci de montrer que il y a quand même une tolérance qui est là et qu'on ne demande pas d'être parfait, c'est pas le but, on vous demande pas d'être irréprochable, surtout en fait ce qu'on vous demande c'est quand vous réalisez que vous avez dit un truc qu'il fallait pas, c'est de corriger votre parole et c'est de vous excuser. Alors après le truc que moi j'ai eu un petit peu de mal, c'est qu'en fait il y a beaucoup de personnages comme je vous ai dit qui sont chacun très différents, et j'ai mis je pense les 3/4 du livre à me rappeler ok ça c'est machin, ça c'est truc. Je sais pas pourquoi, et je crois bien que je suis pas la seule à avoir eu cette sensation là. Quand j'ai enfin compris qui était qui, c'était la fin du livre quoi. Attendez, faut que je boive de l'eau. Ok les amis, est-ce que c'est l'heure de parler de Angry God ou pas? It's time my friends. Je voulais déjà teaser la semaine dernière, mais waouh, tout simplement waouh. J'ai fait la connaissance sur Instagram de Victoire, aussi connue sous le nom de Nous les lecteurs. Elle en parle avec des étoiles plein les yeux, et moi il faut savoir que elle, Chen, je ne l'aime pas du tout. En fait c'est une autrice d'une romance new adulte, et en fait moi je n'aime pas la romance qu'elle écrit, parce que c'est des romances toxiques, des romances problématiques, avec des personnages masculins imbuvables, qui sont vraiment non respectueux, brusques, méchants, enfin. Et moi ça passe pas du tout, ça avec moi. J'ai lu Vicious, et j'ai lu Broken Night, mais la Victoire, elle m'a redonné envie. J'ai lu Angry God. Mon esprit n'est pas tranquille. Non, je fais des cauchemars, je suis traumatisée, tout ce que vous voulez. Clairement, c'est de la dark romance. Et en fait, je pense que il faut mettre ça tout de suite. Les livres de Jen sont de la dark romance. Et à partir du moment où je me dis ça, je me sens mieux, parce que quand tu dis que c'est de la dark romance, automatiquement, tu sais qu'il va se passer des choses problématiques à l'intérieur. Et le but, c'est juste de savoir que c'est de la fiction, que t'es là pour être diverti. T'es pas forcément là pour te construire un idéal masculin, quoi. Voilà. Je suis l'histoire de Von et Lenora. Alors, Lenora est une fille qui... c'est juste une nana, et Von, c'est le fils de Vicious.
Moi j'avais pas capté, je savais pas qu'il y avait des histoires de père-fils. Ça explique beaucoup de choses. C'est le fils de Vichous et Emilia. De Vichous. L'éducation, inexistante. On les croise quand ils sont tous les deux, ils ont genre 8 ans, et ils sont dans un internat parce qu'ils sont dans une école privée, je sais pas trop. Et en gros, Lénora, elle a peur de ce mec parce que même à 8 ans, Von fait peur. Lénora, sans faire exprès, elle le surprend dans une situation en train de faire un truc. Von, il voulait pas du tout que les gens le sachent, et du coup, depuis ce jour, en fait, Von la hante, la harcèle parce que il a peur qu'elle révèle ça à tout le monde. Il se fait un plaisir à la martyriser. Où qu'elle aille, il la suit. On commence l'histoire vraiment quand ils ont 17 ans et qu'ils sont donc au lycée. Il se trouve que sa mère est morte un an avant et ça a été vraiment le déclic pour elle. Elle ne veut plus qu'on la martyrise et du coup, pour la première fois, elle va se dire « je me venge, j'arrête de me laisser faire, je me venge ». Et ça part trop loin. Ça part trop loin. Donc, le problème dans cette histoire, c'est que c'est très bien fait, en fait. Au début, j'étais vraiment un peu choquée parce que, à la page 4, le mec, à 13 ans, s'incruste dans sa chambre alors qu'elle est en train de dormir pour lui faire peur. Genre, le mec la regarde dormir, il est là et il la menace de mort. À la page 13, il entre chez elle par effraction alors qu'elle est tranquillement en train de se baigner dans sa piscine. Il balance ses fringues, du coup, elle peut plus se rhabiller. Il rentre chez elle par effraction, il lui pique des trucs, enfin... What kind of fuckery is this? Reste chez toi. Pourquoi tu vas chez elle? Arrête d'entrer chez elle par effraction. Et la meuf, ça la choque pas. Elle est en mode ah putain, mais il y a un Corvon qui est venu chez moi. Non mais c'est pas normal. C'est pas normal. Bref, je ne vous parle même pas du truc le plus scandaleux de ce livre qui, je pense, fait un petit peu le charme de ce livre. Il y a un côté très addictif à ce genre de choses. Tu te demandes jusqu'où ça peut aller. Chacun se fait une crasse à l'autre. Et du coup, ça surenchérit avec des trucs toujours plus extrêmes. C'est tellement étranger à moi, tout ce qui se passe dans ce livre, qu'en fait, j'étais plus dans un état d'admiration, parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment c'était possible d'agir de cette manière. Et c'est ça qui a motivé ma lecture, parce qu'en fait, j'étais intriguée par les personnages. Je voulais savoir psychologiquement comment ils en étaient arrivés là. L'histoire progresse, et en fait, ils se retrouvent à devoir associer pour un projet, parce qu'en fait, ce sont des artistes, j'ai oublié de vous le dire. Von est sculpteur. Il fait des sculptures, donc il creuse le marbre et tout. Et elle fait aussi des sculptures, mais elle c'est plus de la sculpture moderne, du fer et tout ça. Elle va plier le truc pour faire un truc joli et tout. Et en fait ils vont tous les deux être un peu en compétition pour entrer dans une école d'art. Je sais même pas comment aborder la situation en fait. Mais dans ce livre en fait, eh ben il y a de la pédophilie tout simplement. C'est des personnages qui ont été agressés sexuellement. C'est un petit peu ce qui explique leur comportement. Et c'est très vrai. Je vous le dis, psychologiquement, c'est très vrai. Et c'est là que LG Chen elle est forte. C'est qu'en fait, elle arrive à vraiment donner une explication logique à ce qui se passe. Il y a des choses qui peuvent te traumatiser, il y a des choses qui peuvent causer des PTSD, il y a des choses qui peuvent laisser une empreinte sur toi. Tu deviens totalement fou, tu pètes un câble, bah oui, tu pètes un câble, je comprends que tu pètes un câble. Et sur la fin, ça explose quoi, et ça part en vraiment n'importe quoi. C'est une expérience. Franchement, c'est un délire. J'ai jamais lu ça de ma vie. Dans une scène, ils se boivent le sang. What kind of fuckery is this? Pour eux, c'est un truc de ouf, ils sont en mode waouh, on se boit le sang et tout. C'est l'union de nous, on pourra jamais se détacher, on est fait l'un pour l'autre et tout. Même si au début, il disait que jamais il craquerait, jamais il se laisserait avoir, jamais il se laisserait un peu attendrir, malgré lui, il s'est laissé attendrir. C'est là où Lénora, elle s'est dit, mais il est con, il me fait croire que vas-y, c'est le mec le plus méchant de la planète. Mais il suffit que je claque des doigts et le mec il est à mes pieds. Je vais carrément utiliser ça. C'est elle qui est devenue la bitch de première parce que du coup elle a joué avec ses sentiments. J'adore qu'en fait celui qui au début disait qu'il était le plus froid, que jamais il ne se ferait avoir, en fait c'est le premier à tomber dans le panneau. Et ça je trouve ça hyper satisfaisant en fait. Il y a beaucoup de trigger warning, vous en doutez. Les gars, vous aventurez pas là-dedans si jamais vous êtes jeune, c'est choquant, c'est très choquant, je ne m'en remets pas, j'ai des images dans la tête. Mais en même temps je vais lui faire un câlin, putain. Connard là, putain. Moi aussi je me laisse attendrir, bordel de merde. On va ensuite parler de Breathless de Jennifer Niven. Encore une fois, ce livre a été influencé par Clara. Celui-là, on va changer de registre totalement. Jennifer Niven, vous la connaissez sûrement, c'est l'écrivaine de All the Bright Places. Cette autrice et moi, on a une histoire particulière parce qu'elle me parle beaucoup. Je me suis dit,
comment ça va se passer? Est-ce qu'on va réussir à apprécier ce livre ou pas? Et en fait, ce livre est génial. Franchement, il est magnifique, il est très poignant. J'ai pas réussi à me laisser toucher. Franchement, j'ai pas réussi à le laisser vraiment entrer dans mon cœur, quoi. Croyez-moi, je vais le relire plus tard. Et là, je pourrais laisser l'éclair me frapper et me dire ce livre est le meilleur livre que j'ai jamais lu toute ma vie. Donc on suit l'histoire de Claudine. Son père vient de leur dire que il voulait plus vivre avec eux, il voulait divorcer, il aimait plus sa mère. Et en fait, c'est choquant parce que elle, depuis qu'elle était petite, genre elle avait vraiment ce modèle familial, la famille un peu parfaite. Et d'un coup, tout ça s'écroule. Elles vont passer l'été sur une île qui est en Amérique. La terre natale de la mère de Claudine, c'est là où il y a eu ses ancêtres, enfin bref. Et donc elle arrive là-bas, et en fait, ça va être une coupure dans le temps, c'est-à-dire que Claudine, elle était au lycée avec tout ce que ça apporte, les mecs, les potes, les soirées et tout ça. Et d'un coup, elle se retrouve dans la jungle, à vivre dans une petite maison avec quasiment pas de réseau. Non seulement c'est un retour à l'état de nature, j'ai envie de dire, mais en plus, elle-même, en fait, elle est retournée à son essence propre. Elle s'est dépouillée de toutes ses carapaces, de tous ces masques, de tout en fait les mensonges qu'elle avait face à elle-même. Elle s'est mise à nu sur cette île et elle a repris connexion avec la personne qu'elle était vraiment. Elle rencontre un garçon sur cette île, il connaît l'île par cœur et en fait il va lui faire découvrir les endroits, il va l'emmener voir les tortues quand elles pondent et tout. Ça va être leur histoire un petit peu à tous les deux. Il y a un truc avec ce genre d'histoire, ça me touche mais tellement fort. C'est vraiment en fait une reconstruction. Elle a laissé tout ce qu'elle connaissait d'avant, toute l'image qu'elle se faisait d'elle-même, de son père, de la famille, de l'amitié, de l'amour, tout ça en fait elle l'a jeté et elle s'est reconstruit toutes ces images là. C'est un livre à lire, genre contemporainement parlant, c'est un contemporain qui se place parmi les contemporains à lire dans sa vie. Ça explore beaucoup de thèmes de l'adolescence, donc son premier amour, sa première fois, comment gérer ses sentiments, comment gérer le divorce de ses parents, enfin en fait il y a plein de débats qui sont abordés dans ce livre, notamment il y a eu beaucoup de débats face à la virginité et ça franchement j'ai adoré la manière dont ça a été discuté quand elle est encore dans sa vie d'avant. Elle a plein de discussions avec ses potes où elles disent non mais la virginité c'est un concept qui a été inventé par le patriarcat, c'est un concept qui est sexiste, qui a été créé pour que la femme, entre guillemets, elle reste bien sage, bien docile, etc. C'est de la merde, ça veut rien dire, ça n'existe pas, ce qui est quelque part très vrai, hein, voilà, on va pas se le mentir. Et du coup, elle dit, enfin, je m'en fous, pas la première fois, mais je m'en fous, genre, ça me passe au-dessus de la tête, quand ce sera fait, ce sera fait. Quand vraiment elle y arrive à ce moment-là, et que justement elle y va en se disant, mais on s'en fout, c'est juste un truc à passer dans sa vie, et après elle réalise que finalement pas tant que ça. Ça a peut-être pas de sens sociétalement, mais ça a un sens personnel. Parce qu'après coup, elle s'est dit, mine de rien, c'est pas rien, c'est mon corps quand même. Et j'ai peut-être eu tort de me dire, vas-y, on s'en fout, on n'a qu'une seule vie. Parce que quand j'y repense, ça a quand même marqué quelque chose dans ma vie. Et moi, j'y accorde un sens personnel. C'est pas un truc qui doit être débattu sur la place publique. Personne n'a à savoir ce que tu fais dans ta vie privée. C'est pas un sujet qui doit avoir une importance autant dans la société. Mais c'est un sujet qui, personnellement, t'as le droit en fait d'y accorder une signification. C'est personnel en fait, ça ne doit pas être le sens que la société t'impose. Il y a une vibe indescriptible, c'est-à-dire que toi aussi quand tu lisais ce livre, t'avais l'impression qu'il y avait une coupure dans le temps en fait. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait cette histoire, elle est plus ou moins vraie, si j'ai cru comprendre, parce que Jennifer nous a tout simplement raconté comment elle avait rencontré son mari. Ça c'est ouf, et en fait elle dit qu'elle a raconté cette histoire pour pas l'oublier. Et surtout, elle ne voulait pas oublier la personne qu'elle était devenue sur cette île. Ok les amis, on va finir en beauté avec En équilibre de Morgane Moncomble. Je l'ai vraiment adoré de A à Z et je suis hyper soulagée parce que j'avais pas du tout aimé Nos âmes tourmentées, j'avais eu beaucoup de problèmes avec ce livre et j'avais un petit peu peur en commençant celui-là d'avoir les mêmes problèmes que Nos âmes tourmentées, mais en fait pas du tout. Sur YouTube, j'ai suivi les writing vlogs que Morgane a fait quand elle était en train d'écrire ce livre, de préparer l'édition, etc. Et en fait, ça a vraiment donné un goût supplémentaire parce que je savais un petit peu les backstories. Je pense que le personnage de Lara, une adolescente qui est en terminale, sa passion dans la vie, c'est le cirque. Vraiment, elle adore ça. Elle fait tout pour y aller, même si ses parents ne sont pas du tout soutenants. Ils disent que ça sert à rien, qu'elle trouvera jamais de métier avec ça. En plus de ça, elle n'a pas le corps qu'il faut parce que Lara, elle est grosse et du coup, ils lui disent que elle n'a pas à faire du cirque, que c'est pas beau, que c'est moche,
etc. Elle a toujours fait du cirque avec sa sœur jumelle. Et en fait, au début du livre, sa sœur jumelle lui dit « Je suis désolée, mais en fait, moi, depuis le début, je fais du cirque pour se faire plaisir. Maintenant, j'ai vraiment plus envie d'en faire, donc j'arrête. » Et elle avait toujours fait des numéros à deux. C'était un petit peu sa zone de confort, d'être à deux en train de faire le show. Elle ne se sent pas du tout capable de faire un show toute seule. Et du coup, elle cherche avec grand désespoir un autre partenaire. Elle va demander à Casey, qui est son némésis. Il n'y a pas de hate to love. Ne venez pas avec un hate to love, ce n'est pas un hate to love. Qui lui, en fait, est totalement l'inverse. C'est-à-dire que sa famille est à fond dans le cirque. Ils ont pas forcément beaucoup d'argent parce qu'ils ils passent leur vie à faire du cirque. Et lui, du coup, depuis qu'il est tout petit, on l'oblige à faire du cirque, mais il a pas forcément envie de faire du cirque. On a vraiment deux profils de famille totalement inversés. Mais il est quand même super fort au cirque. Et du coup, Lara lui dit « Je t'en supplie, même si on se déteste. Viens, s'il te plaît, avec moi, faire un numéro de cirque. » Casey finit par accepter. Ils font du cerceau. C'est trop beau. Regardez les vlogs de Morgane Moncomble, elle montre des moments de cerceau. Enfin bref. À partir de là, les choses vont dégringoler. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Lara a des gros soucis de santé mentale. Déjà, beaucoup d'anxiété, etc. Mais elle a des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Et là où on s'est très bien entendu avec Morgane, c'est que je l'avais plus ou moins reproché de nos âmes tourmentées, de ne pas avoir assez insisté sur le côté santé mentale, sur le côté psychologique. Et ben là, elle a tout donné. Et en fait, c'était tellement bien fait. Lara était sans cesse victime de sa maladie, en fait, de ses troubles. Ça se ressentait, quoi. C'était pas juste dire « Vas-y, j'ai des troubles obsessionnels compulsifs ». Non, c'était là, et on le voyait, et on a assisté à sa descente aux enfers, et en fait, on était 100% avec elle du début à la fin. Lara, elle va se donner corps et âme dans cette prestation-là avec Casey. Ça va l'amener dans un dark place énorme, parce que d'un côté, il y a ses parents qui lui disent « Si t'as pas 20 sur 20, t'arrêtes le cirque ». C'est leur seule condition pour continuer à lui payer ses cours, donc du coup, elle se bute au travail. De l'autre côté, elle doit faire 100% sa prestation, parce que si jamais elle rate son audition, elle ne pourra pas rentrer dans l'école de ses rêves. Donc du coup, en fait, la pression est monumentale. En plus de ça, elle se tape des commentaires grossophobes, elle se tape des remarques minables par rapport à son poids, par rapport à son corps, et du coup, ben, elle se met la pression pour, en plus de ça, ne plus rien manger. Et vous pouvez donc imaginer que ces troubles qui étaient plus ou moins là ont explosé. C'était très réaliste dans le sens, le claquement de doigts pour que tout redevienne normal n'existe pas. Et là, c'est vraiment très bien prouvé. Casey commence à se douter qu'il y a un problème et du coup, il veut l'aider, mais elle le repousse. Évidemment, ça fait partie du processus. Elle lui fait croire que tout va bien. Ses parents sont alarmés, mais eux, en fait, ils vont rajouter encore plus de pression. Elle va toute seule se mettre en tête que tout le monde la déteste, ça va devenir impossible de l'atteindre parce qu'elle s'est totalement renfermée. C'est la vérité en fait, c'est vraiment une dégringolade. Tu ne sais même pas en fait s'il y a une solution parce que dès qu'on essaye de te tendre la main, toi tu y vois une agression, tu y vois le mal, tu te dis mais non, pourquoi vous dites que je vais mal, mais je suis pas folle, vous avez plus confiance en moi, c'est ça. Tout en fait se retourne contre toi et il y a vraiment quasiment aucune issue. Et j'ai énormément aimé que Morgane montre ça, que c'est pas juste en mode mais t'inquiète pas, je vais t'aider, tout ira bien. Oh mais oui, tout ira bien. Non, pas du tout. Un truc de ouf. Et je sais pas si c'était conscient. Morgane, franchement, waouh, t'as quand même réussi à parler de mémoire intra-utérienne, de mémoire prénatale. Et je sais pas si c'est voulu, mais si c'est voulu, ben merci d'avoir parlé de ça. C'est hyper intéressant et important. Là, j'étais sur le cul. Quand elle a sorti la mémoire prénatale, je vous jure, j'étais sur le cul. J'étais en mode ah putain, Morgane, waouh, il manquerait plus que tu me parles de mémoire de vie antérieure et là c'est bon, je mets dans ton sac. Du coup, le personnage de Casey, moi, il m'a énormément touchée parce que il voulait bien faire. Il voulait l'aider, mais en fait, il n'en était pas capable et c'était pas son job surtout. Il y a eu plusieurs discussions qui étaient très bien là-dessus parce qu'on lui disait oui tu veux la sauver mais c'est pas à toi de la sauver. Ça faisait du bien de mettre une petite touche de rappel là-dessus. Et voilà les amis, ça fait 1h30 que je tourne cette vidéo. Voilà, donc si jamais vous avez lu certains de ces livres ou si jamais ils vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard la semaine prochaine. Bye bye.